Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure du journal, la grande édition de 20 heures sur la RTNC. Tout de suite, les grandes lignes. Direction Genève en Suisse où la RDC a pris part à la 8e session de la plateforme mondiale pour la réduction des risques des catastrophes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani a participé au débat qui se sont focalisés beaucoup plus sur les objectifs prioritaires d'ici 2030. On fait le point tout de suite dans ce journal. Un système de paiement innovant au centre hospitalier universitaire de la Renaissance ex-Mamayemo. Les paiements par voie bancaire, ces nouveaux systèmes seraient-ils alors à la portée de tous? Et la grande question, c'est aussi de savoir quand, comment et où payer ces factures après les soins de santé. La réponse également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. Les présidents des assemblées parlementaires francophones parlent d'une même voix concernant la situation sécuritaire dans la partie est du pays. La déclaration des Cotonou au Bénin et donc ces documents qui sera présenté au médiateur désigné de l'Union africaine, le président togolais Faure Gnassingbé. On en parle avec Annie Mbalaka sur ces images de Patrick Badibanga. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo était au centre de la 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est ouverte à Cotonou, capitale du Bénin, le 2 juin 2025. La journée du 3 juin a été consacrée essentiellement à la conférence des présidents. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo a bénéficié d'une attention particulière au cours de cette réunion. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Hilarion Etong, a présenté les rapports de la mission des bons offices de la PEF conduite récemment à Kinshasa et Kigali. Les recommandations de ce rapport ont été discutées, amendées, puis adoptées par la conférence des présidents après un enrichissement apporté par l'intervention du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, comme l'a rapporté Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Nous voulons tous la paix et cela passe par le dialogue. Nous voulons la paix pour les deux populations, nous voulons la paix pour le Congo, nous voulons la paix pour le Rwanda. Et pour cela, il y a des décisions fortes qui doivent être prises. Mais le plus important, ce sont nos populations. Et que l'Afrique puisse tourner la page à ces guerres interminables qui profitent plus aux pays extérieurs et c'est l'Afrique qui en paye le prix. La déclaration de Cotonou sur la crise en RDC, telle qu'adoptée au cours de ces assises, a salué la médiation de l'Union africaine dans les conflits à l'est de la République démocratique du Congo, conduite par son Excellence Faure Gnassingbé, président du Conseil du Togo. Elle encourage toutes les initiatives diplomatiques régionales et internationales, en particulier celles menées par l'Union africaine et les Nations unies, en vue de restaurer la paix, d'assurer la protection des civils et de lutter contre l'impunité pour les crimes commis. La conférence de présidents a aussi décidé de mettre en avant, lors de l'Assemblée générale de la PEF en juillet prochain, la déclaration finale de Cotonou sur la crise en RDC qui a été adoptée à l'issue des différents rapports produits au cours de cette mission des bons offices conduite au Rwanda et en RDC. Une victoire diplomatique, la nouvelle a fait la une des médias, c'était hier. La RDC désignée membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une fierté pour l'Afrique, mais plus singulièrement pour le Togo. Les diplomates togolais en poste à Kinshasa l'a dit au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivait. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussey, a personnellement effectué les déplacements de Kinshasa pour féliciter au nom de son pays le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'élection et l'obtention du siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme il l'a spécifié lors de la clôture de la campagne sur la candidature de la RD Congo, citons, « C'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission pour porter la voix de l'Afrique au niveau de cette instance ». Pour rappel, sur 187 votants, 183 ont donné leur voix à la République démocratique du Congo au cours de cette assemblée élective sereine tenue à New York. Le Minafet togolais était aussi porteur d'un message de son président Faure Gnassingbé Yadema à son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre de sa médiation à la crise dans l'est du pays.
l'on constate sur le terrain une sorte de recrudescence du choléra un peu partout en Afrique. Eh bien, le président zambien a initié plutôt une conférence à l'échelle africaine, conférence à laquelle a pris part le président de la République par visioconférence. Suivez. L'épidémie de choléra sévit depuis quelques temps en Afrique, plus particulièrement en Angola, au Soudan, au Sud-Soudan et en RD Congo. En sa qualité de champion de la lutte contre le choléra en Afrique, le président zambien Hakainde Hichilema a convoqué d'urgence une réunion des CDC Afrique par visioconférence avec différents chefs d'État et de gouvernements africains pour une implication efficace et rapide dans la solution contre cette épidémie qui décime les populations du continent. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui y a pris part, a présenté les avancées significatives de la RD Congo quant à ce. Il s'agit notamment du plan de la lutte contre le choléra entériné depuis 2017 et la vaccination de plus de 7 millions de personnes désormais à l'abri. Signalons tout de même que cette réunion de haut niveau qui a regroupé dans un forum une dizaine de chefs d'État et une dizaine de chefs de gouvernement était une occasion pour le président zambien de s'assurer de l'engagement des différents pays à élever la coordination au niveau régional, faire un plaidoyer sur le financement des manières solides à la lutte contre le choléra et aussi favoriser l'accès aux vaccins et sa production locale, une réponse d'indépendance de l'Afrique face à cette épidémie. Et à la Chambre haute du Parlement, son président Jean-Michel Samaloukonde a échangé avec une délégation de l'OIF en séjour de travail à Kinshasa. Les sujets sur le retour de la paix dans la partie est du pays étaient au centre. Le compte rendu avec Janine Kalenga, bienvenue Sala et Gilles Mpiana. Reçu par le président du Sénat Jean-Michel Samaloukonde Kyenge au Palais du Peuple, une mission de l'Organisation internationale de la francophonie apporte son soutien aux efforts du gouvernement congolais pour amener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. La RDC se bat sur tous les fronts pour la stabilité de la partie orientale de son territoire national. En tête de cette délégation, l'ambassadrice et représentante personnelle de la présidente de la Confédération suisse de la francophonie Muriel Bercé-Cohen a fait le point de l'audience devant la presse. Je mène une délégation d'États membres de la francophonie. Alors, nous avons eu un échange de très haute tenue, j'aimerais le souligner, sur la situation dans le pays, en particulier à l'Est du Congo. Et nous avons aussi parlé des chemins vers la paix. Quelles sont les voies qui sont en cours, quels sont les processus qui sont en cours et comment ceux-ci peuvent aboutir à une solution de paix qui permette le développement, la prospérité de tout le pays bien sûr, mais aussi surtout en l'occurrence de l'Est du Congo, qui est une région si riche. C'était pour la francophonie, pour toute la francophonie, pour les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, très important d'envoyer cette mission ici, à Kinshasa. Administrative pour contracter les mariages civils. Souvent, les contraintes sont tellement considérables et qui impactent sur les économies domestiques. La résolution à ces problèmes pourrait venir du Sénat, où le sénateur José Panda Kabangu a déposé une proposition de loi portant sur la gratuité des formalités liées à l'enregistrement des mariages civils. Anita Luamboa. Le sénateur José Panda Kabangu a déposé le lundi 2 juin 2025 une proposition de loi visant à instaurer la gratuité de toutes les formalités liées à l'enregistrement, à la célébration du mariage civil ainsi qu'à la délivrance des documents y afférents. S'inscrivant dans une dynamique de justice sociale et d'inclusion, cette initiative législative répond aux préoccupations exprimées depuis plusieurs années par diverses confessions religieuses, dont le Conseil national des religions pour la paix, RDC, et l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Selon le sénateur José Panda Kabangu, l'objectif est triple: faciliter la régularisation des couples unis coutumièrement et la maîtrise de la dynamique des mariages par l'État, encadrer le processus de dot et corriger les lacunes persistantes dans le Code de la famille, malgré la réforme opérée en 2016. Le coût des démarches administratives reste un frein à l'accès au mariage civil pour de nombreux citoyens, notamment en milieu rural, a déclaré José Panda lors du dépôt de sa proposition de loi.
Cette révision du Code de la famille pourrait marquer un tournant décisif pour des milliers de couples congolais, souvent empêchés de légaliser leur union en raison des coûts ou de la complexité des démarches. Elle relance également le débat autour de la reconnaissance des mariages coutumiers et de leur encadrement juridique. Le texte est désormais entre les mains de la commission compétente du Sénat qui devra l'examiner avant son éventuelle adoption en plénière. La délégation de l'Organisation internationale de la francophonie en séjour à Kinshasa apporte sa contribution dans la résolution de la crise sécuritaire dans la partie est du pays occupée par le Rwanda. La dite délégation, on en parlait tout à l'heure à la Chambre haute du Parlement, était également avec la ministre déléguée en charge de la francophonie, Bestine Kazadi. C'est un commentaire d'Edith Chala. En réponse à l'appel de la République démocratique du Congo, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a dépêché une mission à Kinshasa pour plus d'informations sur la situation qui prévaut dans la sous-région des Grands Lacs et en particulier en RDC. Au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, l'OIF est entré en contact avec la cruauté des actes posés dans l'est de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Plus de 7 millions de déplacés, situation humanitaire dramatique. Nathalie Aziza Mounana a exposé toute la vérité à ses interlocuteurs. Les efforts déployés par le gouvernement de la République n'ont pas été éludés avant de rappeler la difficulté de trouver des couleurs humanitaires car l'occupant est cynique. Ainsi donc, Aziza Mounana attend plus de solidarité de la francophonie. Bestine Kazadi, ministre déléguée en charge de la francophonie, a discuté avec la délégation sur la vision de la RDC sur cette organisation culturelle qui prône les valeurs de paix et de sûreté. Elle a mis en exergue l'idée du gouvernement congolais de la coopération axée sur les partenariats économiques à travers des investissements directs étrangers qui favorisent le développement durable. La mission de l'OIF à Kinshasa s'est aussi entretenue avec la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kiela Kamba. Cette dernière s'est indignée du silence de l'OIF face au massacre, traitement dégradant infligé aux francophones de l'Est de la RDC par l'armée d'un pays voisin, des surcroît membres de l'OIF. Les femmes violées, les enfants en errance, les violences basées sur les genres devenues monnaie courante. Au ministère du genre, famille et enfants que dirige Léonie Kandolo, toute la matière a été fournie à cette délégation de l'OIF. Cette mission de l'Organisation internationale de la francophonie partira de Kinshasa suffisamment édifiée sur les désastres dans l'est de la RDC. Des interrogations après la sortie médiatique du gouverneur militaire de l'Ituri. Qu'en est-il de la solde de veuves des militaires? Le coin du voile a été levé lors du briefing presse d'hier, co-animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et le porte-parole du FARDC, le général-major Sylvain Ekenge et Jacques Kaboba pour les détails. Mesdames et messieurs, d'entrée des jeux, le ministre de la Communication et Médias a salué l'élection de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour Patrick Mouyaya Katemboué, il s'agit là de la concrétisation de la stratégie diplomatique déployée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ceci est évidemment la concrétisation de la stratégie diplomatique du président de la République qui nous permet non pas seulement de faire avancer nos causes, mais de prendre position là où se décident les problèmes de l'humanité. Et dans ces cadres, nous allons porter évidemment les sujets qui nous portent, notamment les efforts pour le retour de la paix, le multilatéralisme et tant d'autres sujets qui se feront évidemment au niveau de notre ministère des Affaires étrangères. Dans son adresse, le porte-parole de FARDC, le général-major Sylvain Ekenge Bomoussa Efomi, a avant tout expliqué ce que c'est un officier militaire. Quel est le comportement qu'il doit observer et l'attitude qu'il doit adopter. Pour lui, un officier militaire ne trahit jamais sa patrie. L'officier est ce militaire, pétri des valeurs morales et des qualités professionnelles qui le hissent dans la classe et la catégorie des nobles. L'officier se caractérise par son devoir de réserve dans toutes les situations. La loyauté envers les institutions légalement établies est une autre vertu cardinale qui doit habiter l'officier. L'officier ne trahit point. Le général-major Sylvain Ekenge Bomoussa Efomi a saisi cette opportunité pour démentir la rumeur selon laquelle on procéderait à l'arrestation ciblée des officiers swahilophones. Il a aussi démonté la rumeur sur la prétendue détournement de la rente des
survie des dépendants des militaires. Répondant à une question sur les prétendus ralliements de l'AFC M23 par le général d'armée Gabriel Amisi Kumbadi Tamoufour, le porte-parole des FARDC a affirmé que l'armée n'a pas cette information. Le général d'armée Amisi Kumba Gabriel, il a fui aujourd'hui, puisque c'est vous qui me donnez cette information-là. Mais je suis sûr que s'il nous suit, il est en train de rigoler dans sa maison, puisque hier j'ai parlé avec lui. Le communiqué que vous avez vu passer à la RTNC sur le contrôle de l'inspectorat général qui est prévu, c'est lui qui me l'a envoyé. Bon, je ne sais pas s'il est parti aujourd'hui, mais j'ai doute fort. Abordant dans le même sens, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaka Temboué a insisté sur la nécessité pour les Congolais, dans le cadre du Front populaire, à barrer la route aux fausses informations qui ne visent qu'à les diviser. Il a été ministre des Affaires étrangères sous Laurent Désiré Kabila. Jean-Charles Okoto salue aujourd'hui les succès diplomatiques de la RDC. Eh bien, le pays occupe désormais les sièges de membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est au micro de Robert Ndaye. L'élection de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies avec 183 voix est saluée par l'ambassadeur Jean-Charles Okoto Lolakombe et parle d'une victoire pour toute la nation. Aujourd'hui, je crois que le président de la République vient de casser cet isolement diplomatique. D'autant plus que nous sommes fréquentés à travers le monde entier. Aujourd'hui, nous accédons à cet organe le plus sérieux, l'organe suprême, le Conseil de sécurité. Je crois que c'est un atout pour le président de la République. Jean-Charles Okoto Lolakombe félicite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette victoire diplomatique. Le président de la République, pas plus tard qu'hier, les gens ne cessaient pas de raconter, comme vous avez l'habitude ici, qu'il était tout entre les deux avions. Voilà le résultat des bons diplomates. Et je salue vraiment aujourd'hui, je crois que hier, quand j'ai appris la nouvelle, je n'ai pas hésité de le féliciter personnellement. Et aujourd'hui, je croyais qu'il pouvait avoir même une marche nationale, parce que cette accession au niveau du Conseil de la sécurité, c'est un acte très, très, très important. La RDC écrit une belle histoire de la diplomatie agissante sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un vibrant hommage rendu au casque bleu tombé au service de la paix par le représentant du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, message lancé en marge du 76e anniversaire des opérations de maintien de la paix dans le monde. Suivez. Aujourd'hui, nous rendons hommage au casque bleu de l'ONU, ces femmes et ces hommes qui, avec courage et dévouement, risquent leur vie chaque jour afin de protéger les civils congolais. En effet, depuis plus de 2 décennies, ils contribuent à préserver la paix et à restaurer l'espoir, ici, en République démocratique du Congo. Cet engagement a un prix. En RDC, de nombreux casques bleus ont consenti au sacrifice ultime, loin de chez eux, au service de la paix. Aujourd'hui, nous nous souvenons d'eux avec émotion et gratitude. Nous honorons leur mémoire et affirmons notre volonté de poursuivre leur œuvre. Leur mission n'est pas facile. Les menaces sont nombreuses, groupes armés, désinformation, actes de violence ciblés. Pourtant, ils restent présents, solidaires aux côtés du peuple congolais dans les zones les plus exposées, là où les besoins sont les plus urgents. Le thème de cette année, l'avenir du maintien de la paix, nous interpelle toutes et tous. Il nous rappelle que pour faire face à des défis de plus en plus complexes, les casques bleus doivent disposer des moyens, du soutien et de la reconnaissance qu'ils méritent. Nous n'oublierons jamais les casques bleus tombés au service de la paix. Et ensemble, avec détermination, nous poursuivrons leur combat pour un avenir de paix. Précision, c'était plutôt le 77e anniversaire des opérations de maintien de la paix dans le monde. Qui, à la tête de l'organisation de Congolais vivant en Ouganda, la communauté sur place a porté son dévolu sur William Kafindo. C'est un commentaire Sénédienne Balaka. En colère, les Congolais vivant en Ouganda montent au créneau pour dire non à la crise de leadership créée depuis quelques semaines par certains ennemis de la paix et de vivre ensemble au sein de leur communauté.
Ils se sont réunis à cette occasion au siège de la diaspora congolaise à Kampala pour exprimer un soutien total à leur président élu William Bouguémé, mais aussi ils disent soutenir toutes les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Unis comme un seul homme, ces Congolais de l'étranger sollicitent l'intervention des autorités compétentes de Kinshasa pour mettre fin à ces désordres qui mettent en mal leur cohésion. Demandons que notre gouvernement à partir de Kinshasa vienne recevoir notre président William Bouguémé. Un président élu, un président qui travaille pour l'intérêt de la communauté. Et je lance ce message avec toute humilité à l'ambassade de la République démocratique du Congo, précisément à Kampala, de bien soutenir notre président. Nous espérons que notre président, William Bouguémé Kafindo, bénéficiera d'une attention particulière de la part des autorités afin qu'il apporte des réponses favorables à nos desiderata. Le président élu de la diaspora congolaise de l'Ouganda, William Bouguémé, accompagné de membres de son bureau, compte poursuivre le combat pour le bien-être des réfugiés congolais vivant en Ouganda, victimes de guerres d'agression dans la partie est de la RDC, auprès des dirigeants dans la capitale Kinshasa. J'en parlais tout à l'heure dans le titre. Genève en Suisse a abrité la 8e session de la plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes. Le but était d'évaluer la mise en œuvre des objectifs et priorités sur la réduction des risques et catastrophes. Bobo Anani Mokonzi. Victime des catastrophes naturelles, la République démocratique du Congo, l'un des pays qui a porté sa voix aux assises de Genève sur la réduction des risques de catastrophes. Ce forum mondial qui réunit plusieurs États, membres de cette organisation, permet d'évaluer et de faire un état des lieux des progrès réalisés par ces derniers dans la mise en œuvre des objectifs et priorités du cadre Sendai 2015-2030 sur la réduction de risques de catastrophes. La République démocratique du Congo, qui présente un taux élevé d'indice de risques de catastrophes, favorisant ainsi des déplacements de la population, s'engage donc, comme le souligne Jekme Chabani, à œuvrer dans une approche proactive pour protéger des vies. La création depuis 2021 de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes, de l'élaboration d'un plan de contingence volcan, de la mise en place de la cellule permanente des alertes et urgences, de l'élaboration du plan trimestriel d'urgence gestion des crises et des catastrophes. Pour cette année, le thème retenu est « Chaque jour compte ». Agissons dès aujourd'hui en faveur de la résilience. Je formule l'espoir que la communauté internationale continueront de partager avec les autres, singulièrement avec mon pays, la République démocratique du Congo, leurs expériences sur la réduction des risques de catastrophes et contribueront à l'avènement d'un monde plus résilient face aux catastrophes, bâti sur la coopération et la solidarité internationale. Face aux catastrophes naturelles récurrentes et déplacements massifs de la population suite à la guerre d'agression dans l'est du pays, les recommandations concrètes issues de cette rencontre permettront au gouvernement congolais de mieux coordonner les efforts pour l'amélioration de la réduction des risques de catastrophes. La filière café-cacao de la RDC s'invite en Chine. Ça sera probablement le 12 juin prochain à la 4e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine. Et au ministère du Commerce extérieur, l'heure est aux préparatifs. C'est un commentaire d'Éric Kabamba. À 9 jours du démarrage de la 4e exposition économique et commerciale sino-africaine en Chine, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga, mobilise le secteur public et privé pour que la RDC, pays solution, puisse réaliser une très belle moisson. Au cours de cette réunion avec le directeur général de quelques entreprises publiques, les experts, mais aussi avec le délégué de la présidence de la République, il a été question de peaufiner de stratégies concrètes et réalistes pour que la RDC puisse bien tirer profit de ces grands rendez-vous d'affaires à travers lesquels elle va exposer 47 produits dont le café, le cacao, les chocolats, le piment, le manioc et les soja. Tati Sumbuchikala, directeur de développement des produits et assistance technique à l'Agence nationale pour la production des exportations en APEX, salue cette initiative du ministre du Commerce extérieur qui fédère tous les mondes dans l'objectif de faire gagner le pays. Le ministre tient à ce que notre participation dans cette 4e édition soit une réussite totale. Comme jadis, en travaillant avec la douane chinoise,
elle a pu valider 47 produits que nous allons exporter, des produits bien emballés, bien empaquetés, produits de qualité. Et nous pensons que cette fois-ci, en présentant ces produits, nous reviendrons au Congo avec des marchés clairement définis. Le directeur général de l'ASES et de la FEKIN figure parmi les mandataires publics qui ont également pris part à cette réunion stratégique. À noter que les gouverneurs de quelques provinces, les producteurs et les exportateurs feront partie de la délégation de la RDC qui vont s'y rendre en Chine. L'agroécologie, une sorte d'alliage entre agriculture et protection de l'environnement, est bien une politique agricole dont la mise en œuvre nécessite l'appui des décideurs politiques. Le sujet a fait l'objet d'un séminaire organisé par les comités internationaux de la protection de l'agriculture, la promotion plutôt de l'agriculture familiale. Eugénie Dada-Chabani. L'agroécologie dans les bassins du Congo, plus précisément en République démocratique du Congo, est indispensable pour la promotion de l'agriculture. C'est dans cette optique que le Comité national pour la promotion de l'agriculture familiale, CNPAF, et les ONG, notamment AFSA et autres partenaires du ministère de l'Agriculture, ont organisé une formation sur les plaidoyers et l'influence politique pour l'agroécologie dans les bassins du Congo. C'est dans le cadre de l'initiative pour la biodiversité, les climats et l'agroécologie dans ces bassins du Congo. À l'heure du changement climatique qui a un impact sur l'agriculture, l'agroécologie est l'alternative pour une agriculture durable. C'est ce qu'a développé le professeur Lélé, consultant national au ministère de l'Agriculture. L'agroécologie, une nouvelle thématique qui date de 1929 par un agronome russe. Il a pu intégrer l'agriculture à l'écologie pour réduire la pression de l'activité agricole au niveau de l'environnement, comment préserver le potentiel terre, assure aussi la commercialisation et la consommation des produits agricoles en voyant leur qualité à une dimension sociale. Celle-là fasse que les plaidoyers se fassent pour que l'agroécologie soit intégrée dans nos lois, dans nos politiques et soit aussi vulgarisée auprès des paysans. L'atelier va se clôturer le 6 juin 2025. Le système n'est pas si complexe, mais nécessite des explications claires. Les paiements de frais de soins de santé au centre hospitalier universitaire La Renaissance ex-Mamayemo se fera désormais par voie bancaire via Equity BCDC. D'autres explications dans ces commentaires. Un pas de plus vient d'être franchi vers la digitalisation des services de santé pour une gestion plus transparente, rapide et inclusive. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la modernisation des services publics, les paiements en matière de soins de santé au centre hospitalier universitaire de la Renaissance ex-Mamayemo se fera désormais via une carte bancaire fournie par Equity BCDC. Le directeur général du CHU de la Renaissance, Al Kitenge, et le directeur général adjoint en charge du commercial d'Equity Bank, Hugues Effolé, était devant la presse. Nous avons décidé de mettre les bases de la pérennité, de la bonne gouvernance et de nous assurer que l'argent qui entre ici sert à l'hôpital. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de digitaliser le système de gestion hospitalière, mais également digitaliser tous les paiements. Nous parlons déjà de ce projet à toute notre clientèle. Donc, la personne qui a déjà une carte viendra ici, utilisera sa carte pour les soins médicaux. Maintenant, la personne qui n'a pas encore de compte, la personne qui n'est pas encore bancarisée, que ce soit chez Equity ou pas, a l'opportunité de venir, plutôt que d'emmener du cash, de se balader avec beaucoup de cash, beaucoup de risques de perte d'argent, peut venir ici avec votre cash, il y a des guichets, et vous remettez vos cash, et le guichet, le staff vous donne une carte comme celle-ci, et vous l'utilisez pour vos travaux. Transformer des vies de manière concrète en rapprochant les services de santé à des solutions financières modernes. Equity BCDC remplit bien sa mission. L'objectif est clair, bâtir une société plus équitable où chaque Congolais peut accéder aux services essentiels avec dignité et efficacité. Un problème en partie résolu. Mbanza-Ngungu a un nouveau transformateur de plus. Geste du ministre de l'économie Daniel Mukoko-Samba, redépendant. C'est une démarche symbolique et concrète d'engagement envers ses compatriotes. Daniel Mukoko-Samba, député élu de la ville de Mbanza-Ngungu en 2023, a procédé le samedi 31 mai à la remise officielle d'une cabine électrique neuve de 630 kVA au quartier Kumbimbengu.
Ces dons personnels marquent une étape importante dans l'amélioration des conditions de vie des habitants de ces quartiers longtemps demeurés dans le noir. Après la coupure du ruban symbolique, dans une ambiance empreinte de joie et de gratitude, la cabine a été mise en service, suivie d'un rituel ancestral qui a consacré cette inauguration. Nombreux acteurs locaux, notamment l'administrateur du territoire, l'honorable Efremi Ntsumbu, les acteurs du parti politique Union congolaise UCO, dont Madame Irmine Mukoko, ainsi que plusieurs autres invités, étaient de la partie. Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale au gouvernement souminois, a remis tous les documents attestant la propriété de la parcelle qui abrite cette cabine, achetée sur fonds propres, et tous les accessoires pour cette nouvelle installation aux autorités de la SNEL. Il est important de signaler que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, nous demande toujours d'aider la population. J'ai promis et je viens de réaliser ce transformateur et le mien propre que je vous ai offert à la SNEL de fournir un courant de qualité. La culture est un élément de soft power pour la République démocratique du Congo. La principauté de Monaco a été cette vitrine culturelle mondiale pour la RDC. On en parle dans ses commentaires d'Edienne Balaka. Dans le cadre de sa stratégie soft power, la République démocratique du Congo a marqué une présence au prestigieux Grand Prix de Monaco. Bien au-delà des projecteurs et du rugissement de monteurs, un espace restreint mais stratégique a permis de porter haut les couleurs du pays. L'artiste de renom, décideurs publics, investisseurs internationaux, l'RDC a su rassembler dans un cadre informel mais porteur celles et ceux qui pensent et construisent l'Afrique de demain. Au cœur des échanges, les industries culturelles et créatives, les industries extractives, les génies créatifs congolais, mais surtout le potentiel immense d'un pays debout et tourné vers l'avenir. Parmi les moments forts, une conversation stratégique entre le chanteur Maître Gims et le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, témoignant de l'intérêt croissant des figures influentes pour le dynamisme industriel et culturel de notre nation. La République démocratique du Congo, dans toute sa diversité, continue de tracer sa voie sur la scène internationale. Un pas de plus dans la reconquête de notre image par la force de nos talents, de nos ressources et de notre vision. Pas de grève à l'Office congolais de contrôle. Visiblement, l'appel de l'intersyndical n'a pas été entendu par le personnel. On en parle avec Eric Kabamba. C'était un véritable échec. La journée sans travail et la grève lancée par l'intersyndical n'ont pas été respectées par les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle. Malgré des manifestations de petites minutes organisées dans la matinée du lundi 2 juin, empêchant le personnel d'accéder à son bureau, la journée s'est déroulée dans la quiétude. Le directeur général Etienne Chimanga Mutumbu, la directrice générale adjointe Christelle Mouabilou et d'autres agents, tous étaient à leur poste de travail pour le traitement des dossiers. Le centre hospitalier aussi a tourné normalement. Les consultations, le traitement des patients ont eu lieu sans aucun problème. Un mouvement de grève pas reconnu officiellement par la délégation syndicale qui appelle tous les agents et cadres de l'OCC à ne pas céder à la manipulation externe. Nous, de la délégation syndicale nationale, nous savons bien que nous sommes en réunion mixte avec l'employeur. Tous les problèmes que nous avons, je crois que c'est le cadre bien choisi pour poser ces problèmes. Si nous lisons notre convention collective à son article 11, on donne la procédure pour qu'il y ait grève. Nous demandons à l'ensemble du personnel de l'Office congolais de contrôle de se mettre au travail pour que nous puissions booster la production. Ces délégués syndicaux appellent tout le personnel au calme car tous les désidérata soumis aux gestionnaires de l'entreprise sont en cours de traitement. La Ligue nationale de football, c'est déjà les playoffs. L'équipe de Sanga Balende est ici à Kinshasa et s'entraîne au stade Tata Raphaël. Ces athlètes ont reçu les encouragements du premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala, Anita Luamba et José Dimonekene.
La scène a surpris plus d'un au stade Tata Raphaël de la Kétule. En pleine séance d'entraînement, les joueurs de Sangabalende, engagés dans la poursuite du play-off à Lubumbashi, ont reçu la visite inattendue du premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, et l'un des notables influents de l'espace Grand Kasaï. Une démarche qui n'était pas annoncée, mais qui a tout de suite captivé l'attention et redonné un coup de morale aux joueurs. Informé du parcours qui attend ses ambassadeurs du Kasaï oriental, José Kalalawa Kalala, alors fils d'un ancien sang et or, a encore posé un geste de réconfort, ce qui va permettre les joueurs de se déplacer pour la ville de Lubumbashi. J'ai appris que l'équipe doit faire un déplacement vers Lubumbashi et qu'ils ont plusieurs matchs qu'ils vont jouer là-bas. Je suis le fils d'un ancien joueur de cette équipe. Alors chaque fois que j'ai une information concernant l'équipe, je me dis toujours qu'il faudrait les soutenir. Pour le capitaine des Jaunes et Rouges, la visite du premier vice-président du Sénat et partenaire de l'équipe rappelle que le football, au-delà d'un simple sport, reste un facteur d'unité et de fierté pour les Congolais en général et les Kasaïens en particulier. C'est ce que le capitaine a dit. Je viens vous informer qu'on a besoin vraiment de votre soutien. On joue bien sur terrain, mais les résultats ne sont pas bons. Donc c'est par rapport aux motivations. Et puis j'aimerais bien que vous continuiez à nous assister comme vous venez de le faire. Sans protocole, cette visite marquée par les échanges directs, des mots d'encouragement et d'une attention particulière portée sur le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, à l'accompagnement de l'équipe, a suscité une effervescence parmi les membres et les fanatiques du ballon rond. Et voilà qui boucle complètement ce journal de 20h sur la RTNC. La suite de l'info, c'est à 23h avec Gaëtan Magalano. Demain, 7h, Érudis Kitoutou. Et l'actualité reste en permanence sur nos plateformes Facebook, YouTube et rtnc.cd. Bonsoir chez vous.